La ferme d'Auchin était la ferme la plus récente, mais également la plus importante de toutes les fermes d'Avernat. Une pierre sur le porche d'entrée nous fournit l'année d'achèvement de sa construction, 1792. Le nom d'Auchin que porte la ferme, mais aussi la rue où elle se situe, ne provient pas du promoteur, qui est inconnu, mais du propriétaire, Maximilien d'Auchin. Né à Grand-Halais, il acheta cette ferme d'Avernat en 1820, quand il avait un peu moins de 40 ans. À sa mort en 1859, la ferme passa à ses deux neveux et fut exploitée par le plus jeune, Jean-Baptiste, qui devint en outre bourgmestre d'Avernat. Ensuite, c'est Jean-Pascal d'Auchin, un fils de l'aîné, qui la reprit. Il devint, lui aussi, bourgmestre d'Avernat de longues années, de 1908 à 1953. Ces deux derniers exploitants, Jean-Baptiste et Jean-Pascal, étaient de la trempe des cultivateurs industriels, typiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Ainsi ont-ils géré tous deux la ferme, mais ont-ils été aussi administrateurs et propriétaires de la sucrerie d'Avernat, construite par leur famille en face de l'église, à la place de la vieille ferme seigneuriale. Tout cela en plus, rappelons-le, de leur fonction de bourgmestre. Jean-Pascal d'Auchin exploita en outre quelques années la ferme de Marneffe, à la mort de son beau-père, qui en était le propriétaire. Au début du XXe siècle, la ferme d'Auchin hébergeait 17 ou 18 chevaux de trait, 10 bœufs, une centaine de bêtes à cornes et 7 ou 8 truies reproductrices. Le fils de Jean-Pascal d'Auchin, un nouveau Jean-Baptiste, reprit l'exploitation et devint lui aussi bourgmestre de la commune de 1953 à 1965. Son fils Jean-Paul poursuivit son œuvre et transforma une partie de ses terrains agricoles pour créer le Golf Club d'Avernat. Récemment, la plupart des bâtiments de la ferme ont été transformés, avec élégance et respect de l'architecture, par Charlotte d'Auchin, sœur de Jean-Paul. Passons à la visite. De manière classique, c'est un large portail protégé par des chasseroues qui nous accueille. Mais celui-ci se démarque un peu. La porte charretière à arc en anse de panier s'inscrit dans un second arc à clé. La date de 1792 est surmontée d'une niche. Depuis la cour, on peut apercevoir le colombier à 3 entrées au-dessus du portail. L'élégant logis ne se situe pas en face du portail, mais sur la gauche. Composé de 7 travées sur 2 niveaux, le logis fut transformé vers 1900. 7 fenêtres s'ouvrent sur le toit à la mansarde. Au premier étage, une fenêtre donne sur un balcon avec une rambarde en pierre. En dessous, un perron de 3 marches en pierre calcaire précède l'entrée. Depuis 2016, une peinture rouge met encore davantage le bâtiment en valeur. En face du logis, vous observez une longue aile. En son centre, elle abritait d'anciennes remises à voitures et de chaque côté, d'anciennes écuries. Aujourd'hui, des habitations ont remplacé ces fonctions. Cette aile a gardé d'origine ces belles voûtes romanes en briques qui reposent sur des colonnes en pierre bleue. Dans le prolongement de cette aile se dresse une grande grange. Une porte piétonne avoisine l'entrée charretière. À gauche de la grange, un pigeonnier et un logis secondaire se succèdent. Le rez-de-chaussée servait autrefois d'écurie pour les bidets de petits chevaux trapus. Les ouvriers saisonniers flamands logeaient à l'étage. Un passage recouvert de gros pavés conduit à une petite cour entourée d'anciennes annexes et d'anciennes étables. L'entrée charretière arrière de la grange donne sur cette cour. Elle est située dans l'axe de l'entrée avant. Ces 2 entrées placées face à face
permettait aux chariots agricoles de circuler sans heurts. Des colonnes cylindriques en briques soutiennent la remarquable charpente du toit.